Bienvenue dans le Trésor de RTI 1. Bonjour à tous, voici les titres de cette nouvelle édition. En Côte d'Ivoire, une séance de formation à l'endroit des femmes transformatrices de produits halieutiques à Lokodjo dans le district d'Abidjan. Les travaux ont porté sur une nouvelle technique de fumage du poisson, une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Toujours en Côte d'Ivoire, le programme Import Promotion Desk, ce projet financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique entre dans sa quatrième phase plutôt, objectif développer de façon durable les exportations de fruits et légumes frais vers l'Europe. Enfin, une mission conjointe CEDEAO Nations Unies en visite aujourd'hui au Burkina Faso pour évaluer la situation politique du pays. En Côte d'Ivoire, un débarcadère bientôt construit à Grand Bérébi, localité fortement productrice de poissons dans la région ouest. Annonce faite par le ministre des Ressources animales et halieutiques. Sidi Tiemoko Touré a effectué récemment une visite de travail dans le Bas-Sassandra dans le cadre de sa stratégie globale de développement de la pêche. Les détails, Sam Conan. Débarcadère de Sassandra ce vendredi 28 janvier 2022. Les activités s'y déroulent normalement, comme d'habitude. Depuis son inauguration par feu Amadougon Koulibaly en février 2020, ce débarcadère fait la fierté de Sassandra. Depuis qu'ils ont construit ce débarcadère, là, ça nous arrange. On a les frigos, si le poisson n'est pas fini, on met ça au congélateur. On a glace, on met dans les glaciers. Ce que Débarcadère a changé ici, c'est en l'aise, on s'assoit ici très bien, il n'y a pas de problème ici. Cependant, des difficultés liées à la pratique de la pêche artisanale et la conservation du poisson frais existent. La chambre froide n'est même pas encore faite. On a une maison de glace pour conserver nos poissons. On a des problèmes avec les bateaux là, qui viennent jusqu'à vers ici, en train d'empêcher les pêcheurs de travailler pour leur filer. Les grands bateaux de pêche là, les Chinois, je ne sais pas, c'est Ivoiriens, je ne sais pas, les grands bateaux là, c'est eux. Nous-mêmes qui sommes sur place à Sassandra ici, ne voyons même pas la couleur du poisson que nos pêcheurs envoient. Le poisson est exporté à notre grande dame sur le marché abidjanais. Près de 3 ans après leur mise en service, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Sidou Touré, est venu se faire une idée du fonctionnement de ce débarcadère et du marché, fruit de la coopération ivoiro-japonaise. Donc nous sommes venus constater, nous allons faire une analyse interne et voir les réponses structurelles que nous pouvons apporter au grand bénéfice des différentes populations. Après Sassandra, le ministre Sidou Touré s'est rendu à Grand Bérébi, une grande zone productrice de poissons et de fruits de mer. Par exemple, en 2021, 400 tonnes de produits halieutiques y ont été débarqués. Ici, la précarité des installations a tout de suite fait réagir le premier responsable des ressources halieutiques. Comme vous l'avez constaté, c'est un site merveilleux, idéal pour la pratique de la pêche. Et cela se fait de façon artisanale, dans des conditions qui ne sont pas suffisamment bien maîtrisées. Et je peux rassurer les populations ici, les braves dames ici, que très bientôt, elles verront surgir un débarcadère dans ce port. Au port de pêche de San Pedro, dernière étape de la visite de travail de Sidi Touré, un point de la situation lui a été fait par le directeur général du port, Marcel Hillet-Lamizana. Ensuite, une visite des installations. Plusieurs espèces de poissons nobles et des fruits de mer ont été présentées au ministre Sidou Touré au cours de cette visite de travail. Toujours en Côte d'Ivoire, une nouvelle technique de fumage du poisson expliquée aux femmes transformatrices de produits halieutiques. Cette séance de formation s'est déroulée à Lokodjo, dans le district d'Abidjan. C'est une initiative de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture. Objectif, booster l'accompagnement des marailleuses. Les précisions de Jean-Louis Gbangbo. Des femmes en pleine démonstration des différentes étapes du fumage de poisson, sous l'œil attentif de notre groupe au débarcadère Mohamed VI de Lokodjo. Les premières sont issues d'une coopérative de Sassandra
venus apprendre auprès des dernières une nouvelle technique de fumage, l'utilisation des fours FAO, FTT, réputés plus saines et plus écologiques. Le four FTT, là, ce qui est bon dedans, il y a plaque à graisse qui retient la graisse du poisson et puis cendre du bois. Par exemple, dans le four traditionnel, là, quand tu fumes le poisson, la graisse, là, ça tombe dans le feu et puis les cendres, là, ça monte de fois, ça verse sur le poisson. C'est une sorte de voyage d'études que les femmes de Sassandra ont effectué auprès de leurs consoeurs du débarcadère de Lokoyro, ceci pour s'approprier leur expertise. De l'étape traditionnelle qu'on a à Sassandra, on est venu ici pour apprendre ce qui est du four FTT et aller les appliquer à Sassandra. On ne savait pas et la pratique ici c'est très bonne. Elle est moderne, moins coûteuse, pas trop d'inconvénients au niveau de la santé. L'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO, soutient cette initiative. Son représentant a voulu s'assurer de l'appropriation de l'utilisation de ces fours par les femmes de Sassandra. C'est très motivant pour nos partenaires de voir à quel point les femmes sont engagées dans le secteur du mariage et donc de la transformation du poisson. C'est aussi un gage pour moi d'un investissement futur pour promouvoir la mise à l'échelle de ces fours, non seulement sur le pourtour d'Abidjan où nous travaillons en ce moment, mais aussi sur d'autres zones où il y a vraiment besoin d'un appui. En plus de mettre à disposition des consommateurs des produits halieutiques d'une meilleure qualité et d'œuvrer à la préservation de la santé des marailleuses, les fours FTT contribue également au respect et à la protection de l'environnement. Deuxième titre de ce journal, le lancement de la 4e phase du programme Import Promotion Desk. Ce projet financé par le ministère fédéral allemand de la coopération économique veut développer de façon durable les exportations de fruits et légumes frais vers l'Europe. Ange Kouakou et Abou Sanogo. Les fruits et légumes frais sont des produits périssables ou semi-périssables difficilement stockables dont la production est soumise à des aléas climatiques. Une des difficultés que rencontrent les producteurs de cette filière est l'écoulement de leurs produits. Ce sont environ 15% de la production que la Côte d'Ivoire perd chaque année. Permettre donc à ces producteurs d'écouler plus facilement leurs produits en accédant au marché européen, c'est l'objectif du programme Import Promotion Desk, une structure allemande qui vise à faire la promotion de ce secteur en Europe. L'Allemagne est convaincue du potentiel commercial de la Côte d'Ivoire et du Ghana, car ces produits répondent aux critères de la demande en Allemagne et dans l'Union européenne. Je suis sûr que cette nouvelle période de coopération jusqu'à la fin décembre 2024 va renforcer davantage les liens et les contacts entre la Côte d'Ivoire et l'Allemagne, l'Union européenne d'autre côté. À l'occasion de l'amorçage de leurs activités, la représentante du ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, a salué cette initiative qui vise à créer de meilleures conditions pour les PME exportatrices de fruits et légumes frais. Les exportateurs ivoiriens ont toujours offert un choix haut de gamme de fruits et légumes frais. L'État de Côte d'Ivoire, soucieux de booster le secteur agricole, a adopté le programme national d'investissement agricole de deuxième génération, PNIA 2, pour la période 2017-2025. La Côte d'Ivoire est le premier producteur ouest-africain des produits et légumes frais. Yamoussoukro, dans la région centre du pays, a accueilli récemment une réunion de la filière riz. Les semenciers et opérateurs ont échangé sur l'amélioration de la chaîne des valeurs du secteur. À noter également que cette rencontre a été marquée par l'élection de Maury Diabaté, le nouveau président de l'organisation interprofessionnelle agricole de la filière riz. Charles Tatou de RTI Bouaké. Le riz constitue l'aliment principal de la population ivoirienne. La production nationale du pays est estimée à 600 000 tonnes de riz blanchi. Mais cette production couvre que 38% des besoins nationaux de consommation élevés à 1 500 000 tonnes. Les experts du domaine estiment à plus de 2 millions de tonnes la consommation du riz en 2025. Une situation interpellant tous les maillons de la chaîne des valeurs de la filière riz. D'où
cette rencontre de Yamoussoukro. L'ensemble des acteurs qui interviennent dans la production, dans la commercialisation du riz, pour fixer le prix du paddy et du riz blanchi et relever un certain nombre de taxes pour le développement de la riziculture au niveau de la Côte d'Ivoire. Pour le rayonnement et la performance des organisations interprofessionnelles de la filière riz, le directeur général de l'ADERI a entretenu les acteurs de la filière sur les notions de bonne conduite d'un coopérateur. L'État est en train de finaliser l'installation de 30 usines qui font chacune 25 000 tonnes. Mais comment faire fonctionner tout ça? Et c'est pourquoi l'OIRI est très important. Les problèmes qui se posent au niveau de la production ne sont pas exactement les mêmes qu'au niveau de la transformation, ni au niveau de la distribution. Mais en se mettant ensemble, ils peuvent poser des problèmes au niveau de l'État. Les membres de l'interprofession riz ont procédé au renouvellement des instances de leur organisation agricole. Un nouveau président élu à la tête de l'OIRI. Nous avons l'ambition de faire de la Côte d'Ivoire un pays souverain qui va non seulement se suffire dans la production du riz, mais qui va faire de l'exportation. Plusieurs résolutions et recommandations adoptées permettront aux acteurs de la filière riz de faire face aux nouveaux défis. L'orpaillage clandestin sévit dans la région ouest du pays, notamment dans le Boclé. Des orpailleurs clandestins se sont en effet installés le long du fleuve Sassandra, et cela avec la complicité de certains chefs traditionnels. Alors comment mettre fin à ce fléau? Que font les autorités locales? Les réponses dans ce reportage de Sam Conan. Du village de Kouaté à celui de Gaoulou, tous les villages en bordure du fleuve Sassandra, sur une distance de plus de 90 km, ont accueilli des orpailleurs clandestins. Quelles sont les raisons de l'acceptation de ces orpailleurs dans ces villages? Les orpailleurs sont venus chez nous. Vraiment, on ne les a pas appelés. Ils sont venus d'eux-mêmes. Mais quand ils sont venus, ils nous ont demandé vraiment qu'ils devaient nous rendre des services. Bon, quoi par exemple? Bon, la construction des dispensaires, la ouverture des rues, tout et tout. Bon, nous, on a accepté à ce que les gens travaillent avec nous. Pour le ministre-gouverneur Philippe Légré, fils de la région du Boclé, les arguments avancés par les chefs des villages ne tiennent pas la route. Et pour cause. Au départ, ils gagnent, on leur donne quelques miettes, 1 million, 2 millions, 3 millions. Ils avancent comme raison que c'est pour construire des dispensaires. Ça ne tient pas la route du tout. Ce sont des arguments qui ne tiennent pas la route. Le gouvernement travaille. Aujourd'hui, tous les villages sont éclairés. Le combat de l'eau est en train d'être gagné. Et il y a tout sur les dispensaires, les coulettes de proximité foisonnent de partout. L'orpaillage clandestin pratiqué en bordure et dans le fleuve Sassandra, qui alimente tous les foyers. La santé des populations rurales et citadines est donc menacée. Actuellement, nous avons un souci au niveau des orpailleurs qui sont en amont, qui utilisent le mercure et le cyanure pour traiter les métaux. Mais si rien n'est fait, l'eau que nous prenons dans le Sassandra pour la boisson qu'on traite sera polluée. Les villages qui ont les forages, les puits et tout ça, eh bien, tous ces puits-là sont alimentés par les fleuves. Et donc, si c'est pollué avec les produits tels que le mercure, le cyanure et tout ça, eh bien, c'est eux-mêmes, les villageois, qui, ma foi, pâtiront. Ils vont consommer de l'eau polluée et ça va complètement entacher leur santé. Le préfet Lamine Koulibaly a mis en mission les forces de défense et de sécurité. Le bilan des opérations menées contre les orpailleurs clandestins s'établit comme suit. Des saisies d'engins et la libération de certains sites. Mais nous remarquons que cela est insuffisant, nettement insuffisant. Les chefs des villages sont convoqués à la préfecture pour une réunion d'explication et de sensibilisation. Ils en ressortent bien informés et sensibilisés sur les dangers de l'orpaillage clandestin. Des engagements sont pris. Nous, en tant que chefs, nous le disons clairement que dans les 48 heures qui suivent, ils vont rebousser chemin, ils vont partir. Il y a une grande partie qui est déjà partie. Maintenant, peut-être qu'il reste 2 dragues.
avec la réunion d'aujourd'hui, quand il est parti, bon, tous ceux qui sont là, ceux qui sont restés là vont partir. Les autorités de la région du Boclé invitent les populations à plus de vigilance dans la lutte contre l'orpaillage clandestin. Ensemble, continuons d'appliquer les gestes barrières contre le coronavirus. Les chiffres du coronavirus en Côte d'Ivoire, 72 nouveaux cas de coronavirus ont été enregistrés hier, annonce faite par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle. La Côte d'Ivoire compte à présent 80 695 cas confirmés de coronavirus, 77 799 personnes guéries, 785 décès et 2111 cas actifs. Un tout autre sujet à présent. Comment l'agence Emploi Jeunes accompagne-t-elle la jeunesse de Côte d'Ivoire dans sa quête d'emploi? Cette question était au centre d'une rencontre intitulée Tout savoir sur. C'est une initiative du Centre d'information et de communication gouvernementale, le CICG. Le point, Pacôme Didi et Franck Poidio. Le CICG, Centre d'information et de communication gouvernementale, ouvre une lucarne à l'agence Emploi Jeunes. Comment cet outil de service public accompagne les jeunes dans leur quête d'emploi, et ce, à travers Tout savoir, une tribune hebdomadaire d'information et de sensibilisation sur des sujets liés à la vie gouvernementale. Des échanges alors avec la presse, des représentants du ministère de la promotion de la jeunesse, de l'insertion professionnelle et du service civique sur ces différents dispositifs d'insertion socio-professionnelle et d'encadrement de la jeunesse ivoirienne. Les jeunes sont majoritaires dans notre pays avec plus de 77% de la population. Ils sont et demeurent une priorité pour le président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, et de l'ensemble de son gouvernement, sous la conduite du Premier ministre, son Excellence Patrick Hachi. Pour l'année 2022, sur les 3 actions prioritaires prévues par le gouvernement sur le PSGOV 2, la seconde action porte principalement sur l'emploi des jeunes et des femmes. Pour atteindre cet objectif, le secteur privé devra faire l'objet d'une attention particulière des autorités. Son développement sera intensifié par la promotion et l'émergence de champions nationaux, l'accompagnement et la promotion du financement des PME, des start-up et des jeunes entrepreneurs. Le développement des centres de services civiques, la politique nationale de la jeunesse, l'opportunité d'emploi, de formation, d'apprentissage, de stage et de financement, autant de sujets évoqués. Toujours en Côte d'Ivoire, des étudiants en master option études du développement instruits il y a quelques jours sur le système des Nations Unies. Plus de 200 apprenants ont ainsi découvert et compris la contribution des Nations Unies au développement durable du pays. Astou Touré. Plus de 200 étudiants en master option études du développement sont instruits sur le système des Nations Unies. Durant une semaine, ces apprenants sont outillés à maîtriser et à comprendre le fonctionnement, les mécanismes et surtout les missions de l'ONU, notamment la protection des droits de l'homme, le maintien de la paix et la sécurité internationale. Il s'agit également de permettre aux étudiants de participer à l'atteinte des objectifs de développement durable en Côte d'Ivoire. Une formation qui est engagée permet aux agents des Nations Unies d'informer les futurs cadres du pays du rôle des Nations Unies, mais aussi de leur tendre la main pour que des stages puissent être organisés au sein des agences des Nations Unies. Ils puissent permettre aux étudiants de comprendre comment ça fonctionne et de participer aux activités. Initiée par le bureau du coordonnateur résident et l'Institut universitaire d'Abidjan, cette formation sonne comme une aubaine pour ces étudiants. En tant que futurs acteurs du développement, le système des Nations Unies est très important pour nous dans la mesure où nous pourrons nous insérer demain dans le monde du travail, dans le monde du développement. Nous sommes étudiants en études de développement et notre point de chute, c'est les Nations Unies. On en parle tout le temps pendant nos cours
Et demain, en tant qu'experts en développement, nous allons devoir travailler avec eux. Donc c'est une formation qui est très bienvenue pour nous. Le bureau du coordonnateur résident est destiné à renforcer les activités conjointes du système des Nations Unies pour le développement en Côte d'Ivoire. Au sorti des 7 jours de formation, les étudiants en Master 1 et 2 en études du développement entendent donc mettre en pratique les connaissances acquises au bénéfice du développement en Côte d'Ivoire. En image, un petit tour à présent à Djekanou, localité située dans la région centre du pays. Les populations ont été invitées récemment à s'engager davantage dans la paix et la cohésion sociale. Appel lancé par le maire Ibrahim Diallo. Dans l'actualité encore, le point de presse de la Fédération nationale des artisans ferrailleurs. C'était à Yopougon, dans le district d'Abidjan. La FENAFER s'est prononcée sur le recasement des ferrailleurs. Théodore Zouzou et Godefroy Okambawa. Selon la Fédération nationale des artisans ferrailleurs de Côte d'Ivoire, ces derniers temps, certaines presses parlent de la résistance des ferrailleurs d'Anador dans la commune d'Abobo, suite à la décision de déguerpissement initiée par les autorités communales. Devant ces informations qu'elle considère comme de fausses allégations, la fédération fait une mise au point. Quand je vois dans les journaux le bras de fer entre les ferrailleurs et la mairie d'Abobo, c'est de l'intox. Il ne peut pas avoir de bras de fer entre les ferrailleurs et les mairies. La mairie d'Abobo n'a jamais été assiégée par les ferrailleurs d'Abobo. Bien au contraire. Nous avons un devoir de reconnaissance envers la mairie d'Abobo. Ces artisans formulent des doléances. Dans les discussions, on avait dit la ferraille rendue à l'usine, les usiniers devaient nous donner au moins 10 francs au kilo de ferraille rendue à l'usine. Nous sommes dans un secteur où la matière première des unités industrielles, les fonderies, c'est nous qui fournissons. Nous souhaitons que le décret qui sera pris prochainement, qu'on nous prenne en compte. Occasion pour le président de la fêtière des associations des ferrailleurs de Côte d'Ivoire de marquer la reconnaissance de la corporation au président de la République Alassane Ouattara pour ses actions à leur endroit et au maire de la commune pour son soutien. La fédération, qui compte 30 associations avec 19 sections, s'engage à œuvrer pour la cohésion sociale et participer activement au développement de la Côte d'Ivoire. Au chapitre culture, ce concert live de Ramsès de Kimon, le 22 janvier dernier au campus universitaire de Cocody, point de départ de sa carrière musicale. L'occasion pour le pharaon Ramsès de Kimon, ancien lead vocal de l'orchestre de l'université, d'exhorter les étudiants à la paix. Pour en parler, Issa Yeo. Ramsès de Kimon, qui vit désormais aux États-Unis, a été révélé au grand public dans l'orchestre de l'université d'Abidjan, OUA, grâce à son titre Uprising. Plus de 30 ans après, il est de retour sur le campus universitaire de Cocody. Ce, à l'occasion du projet Reminder Tour, initié par les anciens de l'OUA. Il donne un concert à la dimension de son talent. Nous avons lancé ce projet pour interpeller la jeunesse estudiantine, leur dire qu'on peut concilier musique et études, sport et études. Il passe en revue les anciens titres de l'OUA et de son répertoire des carrières solo, à la grande satisfaction des nostalgiques et mélomanes. Ce spectacle me donne la chair de poule. Et ça me rappelle de vieux souvenirs heureux. Parce que depuis la terminale, quand on les voyait, on se dit il faut que j'aille là-bas. L'OUA, il faut que j'aille à l'université pour dire que c'est l'orchestre de mon école. Au niveau de l'orchestre de l'université, il y a des cadres que nous avons, des médecins et bien d'autres. C'est pour dire que nous devons encourager cela, mais surtout orienter nos jeunes vers ce qui permet d'aller vers l'excellence. C'est un retour qui permet de renouer
avec les années glorieuses où effectivement l'orchestre de l'Université d'Abidjan, en tout cas, s'aimait la joie au sein des étudiants. Et donc notre souhait, en tout cas à travers ce spectacle, c'est que les étudiants s'intéressent davantage aux arts. Après le campus de Cocody, Ramsès Dekimon va sillonner le campus universitaire de Bouaké, Korogo et Daloa, toujours dans le cadre du Romain Tour dans les prochains mois. En image, l'actualité hors de chez nous, une mission conjointe CEDEAO Nations Unies est aujourd'hui au Burkina Faso. Cette délégation va évaluer la situation politique du pays et ainsi préparer le sommet extraordinaire de la CEDEAO qui va se dérouler le 3 février prochain à Accra, au Ghana. Les élections législatives au Portugal, le Premier ministre socialiste António Costa est arrivé en tête du scrutin hier, selon les projections sorties des urnes et diffusées par 3 télévisions locales. Le Parti socialiste, le PS, est donc arrivé en bonne place avec 37 à 42,5% des voix et de 100 à 118 députés sur un total de 230. À présent, le journal de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Dernier quart de finale hier de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. L'Égypte a assuré sa place pour les demi-finales en battant le Maroc hier par 2-1. Les explications de Arsène Kouassi du service sport. Égypte-Maroc, derby de l'Afrique du Nord. Éliminés par l'Égypte lors de l'édition 2017, les Lions de l'Atlas veulent prendre leur revanche dans cette rencontre qu'ils démarrent idéalement avec cette incursion dans la surface de réparation marocaine. Conséquence, Ayman Achraf se rend coupable d'une faute sur Achraf Hakimi. L'arbitre indique le point de pénalty après l'intervention de l'assistance vidéo. Sofiane Boufal se présente et transforme parfaitement. Coupable sur l'action du pénalty, Ayman Achraf tente de réparer son tort, mais sa frappe est repoussée par le gardien marocain. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Égyptiens font le siège de la cage marocaine. Ils sont récompensés à la 53e minute grâce à leur capitaine, Mohamed Salah. À un but partout, le match s'anime, mais aucun but n'est inscrit jusqu'à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est aux prolongations que les deux équipes parviennent à se départager. Mahmoud Trezeguet profite d'un bon service de Mohamed Salah pour redonner l'avantage au Pharaon. Un ascendant au tableau d'affichage que les Égyptiens préservent jusqu'au coup de sifflet final. 2-1, score final. Grâce à ce succès, l'Égypte valide son billet pour les demi-finales qu'il disputera face au Cameroun. De l'autre côté, le Sénégal a pris le dessus sur la Guinée équatoriale hier dans la soirée par 3-1. Retrouvons les explications de Arsène Kouassi du service sport. La dernière affiche des quarts de finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 oppose le Sénégal et la Guinée équatoriale. Une rencontre que les Lions du Sénégal débutent timidement, mais se montrent réalistes lorsque l'occasion se présente. Famara Diédhiou est à la conclusion d'une belle action initiée par Sadio Mané à la 28e minute. Dans la dynamique, Manfalis Mendy a l'occasion de faire le break, mais sa tentative est stoppée par Owono, le portier équato-guinéen. 1-0 à la mi-temps. Menés, les joueurs d'une Zalang nationale ne sont pas résignés en seconde période. Ils auraient pu obtenir un pénalty, mais l'arbitre estime qu'il n'y a pas faute sur cette action. Ce n'est que partie remise. Un temps fort que les Équato-Guinéens parviennent à fructifier avec l'égalisation signée Yannick Bouilla. Un but qui sonne le réveil des Sénégalais. Cheikhou Kouyaté exploite parfaitement un contre rapide pour redonner l'avantage aux Lions. Dans la foulée, Ismaïla Sarr met fin au suspense avec un 3e but. Le Sénégal valide son billet pour les demi-finales et affrontera le Burkina Faso. Voilà, petite pause donc aujourd'hui lundi et demain mardi. La Coupe d'Afrique des Nations 2021 va reprendre le mercredi 2 février prochain avec la première demi-finale. À l'affiche, le duel ouest-africain Burkina Faso-Sénégal. Voilà, merci de nous avoir suivis et bon début de semaine à toutes et à tous, bien sûr sur RTI 1.